Bienvenue dans les vidéos rapports d'expédition. Si vous connaissez pas la chaîne Le Bon MJ, c'est une chaîne où on parle de jeux de rôle, tout simplement. On parle de jeux de rôle, il y a plein de trucs différents. Et si vous arrivez maintenant, vous arrivez au début d'un nouveau format qu'on appelle les rapports d'expédition. Les rapports d'expédition, ce sont des sortes de résumés d'une campagne bac à sable motorisée par le système de jeu Shadow Dark. Et c'est une campagne en table ouverte, c'est-à-dire qu'à chaque partie, des joueurs s'inscrivent, c'est une seule et même campagne, un seul et même monde finalement. À chaque partie, c'est pas nécessairement les mêmes joueurs, les mêmes personnages, etc. Ils ont comme point commun de vivre dans un même village sur une île. C'est ce qu'ils ont découvert dans l'expédition précédente, qu'ils étaient sur une île. Ils ont pour point commun de vivre sur une île où en ce moment il y a des problèmes. Et puis petit à petit, la campagne va peut-être les mener à explorer de nouvelles îles, de nouveaux continents. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. La dernière fois, les PJ ont découvert qu'il y avait une sorte d'alliance entre des drôs, donc des elfes noirs, et des hobgoblins qui étaient en train plus ou moins de piller l'île, de s'emparer de trésors, etc. Ils avaient libéré des amis à eux qui avaient été faits prisonniers par les hobgoblins. Mais il y a un autre problème urgent qui concerne absolument tous les habitants de l'île, c'est que sous l'île, dans les souterrains, il y a également une menace organique qui est en train de grandir, des champignons qui se répandent, champignons qui lorsqu'on en mange, nous rendent frénétiques, nous font perdre le contrôle de nous-mêmes, et en plus ont cette faculté à être particulièrement alléchants, ils donnent envie d'être mangés ces champignons. Donc il y a plein de menaces qui menacent les PJ. Je vais vous raconter l'histoire de l'expédition 8. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ils sont faciles à trouver sur la chaîne, il y a une playlist pour la Shadow March, les rapports d'expédition. Vous pouvez voir les 2 épisodes précédents. Comme on est au début de cette série, peut-être le bon moment pour le faire avant qu'on avance, et qu'il y ait de moins en moins de monde qui comprennent ce qu'on est en train de se raconter. Donc nos PJ se retrouvent à une auberge, comme à chaque début d'aventure, pour discuter un peu de ce qu'ils veulent faire. C'est assez important de le préciser, parce que là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'objectif hyper clair. La dernière fois, il y avait une destination assez précise, où on voulait aller, un truc un peu urgent à faire, et tout. Là, ils sont dans un moment, sans dire un moment de flottement, parce que clairement, il se passe des choses sur leur île. On est dans ce genre de moment, dans une campagne où les PJ, ils pourraient faire tellement de choses différentes qu'ils vont avoir besoin de réfléchir par quel bout prendre les problèmes en cours, qu'est-ce qui est le plus urgent. Et donc ce début de séance, il se passe à l'auberge où nos personnages vont réfléchir à la suite des opérations. Dans le casting, nous avons Tarin et Fitz, qui sont des personnages qui ont déjà participé à l'expédition. Zaldini, il a participé vite fait à une expédition, mais c'est un cas un petit peu à part. Là, ça c'est un PNJ. Donc Tarin, guerrier, joué par Gérard Depardieu, humain, un peu bébête, néanmoins très costaud, bon potentiel, bonne force, bonne constitution, bonne dextérité, c'est tout ce qu'on demande à un guerrier. C'est une bonne brute, il a survécu à 2 expéditions. Ensuite on a Fitz, lui c'est un voleur qui a survécu à une expédition, tout pareil, qui a aidé à révéler le complot des Dracoprêtres. C'est un gobelin, comme tout le casting qui vient compléter le groupe d'ailleurs, puisqu'on a Zaldini le Bleu, frère de feu Zaldini le Rouge, qui est mort lors de l'expédition 6. C'est ça. Je mélange un petit peu les numéros d'expédition. On est à quelle expédition là? Qui a donc libéré les prisonniers des hobgoblins, etc. Mais il est vraiment arrivé en fin de session en remplacement de Zaldini le Rouge qui est mort. Donc il n'a pas encore été beaucoup sur les feux de la rampe. Et c'est un voleur également. Donc on a 2 voleurs, un guerrier. Et on a un 4e guerrier gobelin en la personne de Fink qui manie la lance, qui lui n'a encore pas participé à la Shadow March, donc c'est sa première expédition, à la fois pour le personnage et aussi pour le joueur. Il était inscrit depuis une semaine, mais il n'avait pas encore participé. Donc voilà notre bande de loupards, on va les mettre sur des petits fauteuils là, hop là, ça boit des coups. C'est ça la vie d'aventurier. Ils sont en train de se demander ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il faut aller affronter les drôs? Ça semble un peu risqué, il y a aussi le problème des champignons. Donc ils discutent comme ça et puis ils décident de retourner dans les souterrains pour aller voir les fameux champignons. Et c'est là que, alors que je les entends parler des souterrains et tout, je décide de faire intervenir un PNJ un peu en retrait dont j'avais juste, pour être tout à fait honnête, j'ai généré le nom aléatoirement là pendant la partie, mais je l'avais un peu dans ma besace, on va dire. C'est la chamane des gobelins qui vient voir les 3 petits pères gobelins. Elle-même, elle est en train de boire des coups et tout. Elle est pas tout à fait net, mais elle leur dit voilà, tout est fini, tout va s'arrêter. Mais néanmoins, si je peux servir une dernière fois quelque chose, tenez, je vais vous montrer où se trouve la route pour se rendre au village. Parce qu'on rappelle, les gobelins ont rejoint les habitants du village et de la vallée à l'effondrement de leur village justement à cause de la menace des champignons. Ils ont rejoint le village par les souterrains et ils connaissent pas parfaitement la route. C'est une sorte d'exode désorganisé, donc ils savent plus trop comment retourner dans leur village. Elle, la chamane, elle s'en souvient parce que c'est sûrement la plus intelligente du clan. Et donc, je leur révèle ce ex-là. Hop, je leur révèle. Je leur dis, voilà où se trouve le village des gobelins. Et du coup, nos PJ, leur expédition commence ici. Ils vont faire hop, parce que ça, ils l'avaient déjà visité, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Et en fait, ensuite, leur but, c'est de réussir à arriver là. Ils vont se perdre un petit peu avant d'y arriver, parce qu'ils vont faire une malencontreuse rencontre. Déjà, ils font des jets pour essayer de se repérer dans les tunnels et tout. Pensent avoir une piste, ils les emmènent sur la piste d'un ver à soie.
les gobelins, en fait, pour fabriquer leurs vêtements, pour subvenir à pas mal de leurs besoins dans leur vie troglodyte souterraine, ils ont des élevages de vers à soie, des sortes de très gros vers à soie, produisent de la soie, c'est fort pratique. Et en fait, ce qui se passe, en réalité, c'est que ça les mène pas dans la bonne direction, vu qu'ils ont raté leur jet d'orientation. Et là, bam, jet de rencontre aléatoire. Je crois que je fais un 72, un truc comme ça. C'est ça, j'avais fait 72. Donc, on tombe sur Cave Brute, une brute des souterrains en train de se battre avec des Cave Creepers. Donc, brute des souterrains, j'ai traduit ça sur le pouce en Scarabrute. C'est une sorte de scarabrute, un énorme scarabée balèze, la taille d'un cheval, qui est en train de se battre avec un des 4 Cave Creeper. Je jette un des 4. Du coup, c'est un duel entre deux gros monstres insectoïdes. Et vu que c'est dans le thème de ce qui est en train de se passer, le Cave Creeper, je me dis pas, bah, je vais mettre un Cave Creeper, genre un nouveau monstre. Je me dis que c'est un ver à soie, du coup, vu que c'était sur la piste d'un ver à soie. Et donc, il se retrouve face à face avec un ver à soie qui est en train de se battre avec un scarabrute. Combat en mode Godzilla versus King Kong. Ils observent un peu l'affrontement. Ils voient qu'il y a un passage derrière l'affrontement, mais il va falloir passer entre les deux créatures qui sont en train de se mettre sur la gueule. Il y en a un qui arrive à se faufiler un petit peu, c'est Fitz, mais les autres, eux, ils essayent d'intervenir pour aider le ver à soie. Jette un dé pour voir, hop, un petit D6, pair impair, pour voir qui gagne le duel entre le scarabrute et le ver à soie. Le scarabrute explose le ver à soie, et maintenant, il tourne son attention vers le groupe de PJ. Scarabrute, là, le cave brute, c'est pas une créature genre facile à affronter. Il a une CA assez élevée, une classe d'armure assez élevée, et surtout, il met 2 attaques de pince, tac tac, et attaque de mandibule dans le même tour. Si t'es devant, tu te fais des chiquetos. Du coup, ça commence à partir tout de suite en sbeul. On a Tarin, là, notre fameux guerrier, qui essaye de lui mettre un coup. La carapace, ça passe pas. Il y a Fink qui essaye de trouver un point sensible. Il détermine grâce à un jet d'intelligence qu'il faut viser les points vitaux. Malinx le lynx. Néanmoins, il arrive jamais à toucher les 10 points vitaux. Zaldini le bleu, pareil, il essaie de mettre un petit coup de couteau à gauche, à droite, ça passe pas. C'est catastrophique. Tarin, il me demande, est-ce que je peux utiliser l'environnement? Et donc là, moi, je passe en mode arbitrage de MJ, vous voyez, pour utiliser l'environnement. Je dis, oui, tu peux utiliser l'environnement, mais dans ce cas-là, je commence à acter plus ou moins que dans ma campagne, en fait, dès lors qu'ils ont envie qu'il y ait quelque chose dans l'environnement, juste parce que c'est cool, je leur donne, je peux partir dans cette direction. Ou alors, je me dis, en fonction de la situation, moi, je dis oui ou non. Ou alors, je me dis, franchement, j'en sais pas grand-chose, je détermine ça au hasard. Et c'est ce que je fais la plupart du temps dans cette campagne. Donc je tire un dé, malheureusement, il n'y a pas de stalactite, il n'y a pas de trucs, ils sont juste dans une sorte de terrier en terre un peu... dans de la terre meuble qui a été creusée dans un tunnel. Je lui dis, il n'y a pas de stalactite, tu peux pas faire tomber des trucs sur la bestiole, ça va être chaud. Du coup, il y a un tour de combat qui passe comme ça, Tarin, il se fait projeter contre une paroi par un coup de pince, et il me repose exactement la même question. Je lui dis, non, je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de stalactite, etc. Il va falloir trouver une autre manière de faire. Et je leur souligne que la créature a l'air très très forte, pour les inciter, ou en tout cas leur mettre la puce à l'oreille sur le fait que c'est soit ils font un combat ultra chaud, ce qu'ils peuvent décider de faire, soit ils essayent de fuir. Pour pas qu'ils aient l'illusion de croire que le monde, il est nivelé pour eux. Il faut bien qu'ils comprennent la menace qu'ils ont en face d'eux. Donc ils comprennent que le truc est vraiment chaud, qu'il va leur falloir beaucoup de chance au dé, là, vu leur capacité pour le battre. Finalement, il y a Fitz qui s'était déjà faufilé entre les pattes du scarabrute, qui leur dit « Mais lui a un coup de ver à soie !» Et donc Tarin, il prend un bout du cadavre du ver à soie, là, qui s'est fait tuer par le scarabrute, et boum, il met un gros coup de ver à soie sur le scarabrute. Et là, je me dis... Le ver à soie, le profil du Cave Creeper, il a un poison qui fait... En gros, tu fais un jet de constitution, et si tu rates, t'as une paralysie. Je me dis, bon, cette paralysie, le poison, il est sûrement pas suffisant pour paralyser complètement le scarabrute. Néanmoins, pourquoi pas? Pourquoi le poison pourrait pas, entre guillemets, gicler sur le scarabrute et le paralyser et aider nos PJ? Ça, c'est stylé. En plus, ça vient de l'idée d'un PJ, Fitz de le faire, Tarin, il est fort, il peut le faire aussi. Tarin, il prend un gros bout de ver à soie, boum, il met un gros coup dans le scarabrute, et je fais un petit jet pour voir si le scarabrute ingère du poison, etc. Effectivement, il rate son jet de constitution, et donc je dis que tout le bas du corps du scarabrute, ses jambes commencent à flageoler. Flageoler. Vous aimez les flageolets? Ses jambes commencent à... Il commence à danser un peu le truc. Il tombe et maintenant il est couché sur le ventre. Il peut plus qu'utiliser ses bras. Alors ça reste dangereux. Il a une bonne envergure. Comme je disais, il fait la taille d'un cheval, le bousin. Je réduis la difficulté pour se faufiler derrière lui et le contourner. Et tous les PJ passent. Et ensuite, ils partent en rampant dans un petit tunnel. Là, en train de ramper dans leur petit tunnel, je me dis... Je vais jeter un dé pour voir si la situation est pas plus compliquée que ça. Je jette un D6. Je fais un 1. Un 1, c'est la pire chose qui puisse arriver quand je tire un jet de dés pour voir ce qui va se passer. Et donc, je considère qu'il y a d'autres scarabrutes qui sont un peu dans un endroit où voilà, il y a toute une bande. Donc, alors qu'ils sont en train de ramper comme ça dans le tunnel à la file indienne, une pince de scarabrute qui sort du plafond, une qui sort du côté. Je leur dis tous, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on court. Je leur dis, faites un jet de dextérité, s'il vous plaît.
Et là, il se passe un truc qui statistiquement est hautement improbable. On a 3 qui font un 20 sur les dés. Il y en a un qui rate, mais je me dis, si les 3 ont fait un 20 sur les dés, c'est un événement assez exceptionnel pour qu'on considère qu'ils arrivent à retirer tous ensemble le mec qui a raté derrière. Et pour tous leur donner un luck token. Un luck token, c'est quoi? C'est, il y a une scène un peu badass, une bonne idée, un truc. Donner un luck token, c'est comme un peu l'inspiration dans des D5, vous voyez. On peut relancer un jet de dés avec un luck token. Et je trouvais dans les parties précédentes que je donnais pas assez de luck token, alors que pourtant c'est une mécanique qui est quand même bien pratique pour les PJ pour s'en sortir. Et j'ai commencé à réfléchir à comment faire en sorte d'y penser plus souvent, parce que c'est vraiment un truc que j'oublie tout le temps, de donner un petit jeton par-ci par-là, de devoir faire tiens, toi t'as bien joué, allez tiens, une petite pièce. C'est pas un truc auquel je pense beaucoup. Je suis plus habitué à des jeux où les PJ dans leur réserve à eux dès le début de la partie, ils ont quelques meta-currency, sur des points de chance, des points de fortune. Je pense pas assez à en donner en partie. Là, je sais pas, je me suis dit 3 des 20, je sais pas, ça a connecté 2 neurones, je me suis dit allez, on va leur donner un luck token pour fêter cette petite victoire face à cette rencontre aléatoire hautement périlleuse. Et je me suis dit, pour que j'y pense plus souvent, en fait, je devrais avoir une sorte de pool, vous voyez, peut-être genre un petit truc comme ça, là. Je mets 2-3 pièces, c'est devant moi, et je me dis, si à la fin de la séance, bah voilà, j'ai pas vidé ce truc, c'est peut-être que j'ai pas assez donné de luck token. Donc par exemple, je pourrais mettre genre 8 pièces, comme ça fait à peu près 2 luck tokens par PJ. Et je me dis, bah à la fin de la séance, il faudrait que j'ai donné 8 luck tokens. Ça veut pas dire qu'à chaque fois, je suis obligé d'avoir donné 8 luck tokens. Si j'en donne 7, c'est très bien. Ça veut pas dire qu'à chaque fois, je suis obligé d'en donner 2 par joueur, de faire un truc aussi prédictible et artificiel, du coup. Autant leur donner les 2 dès le début de la partie, si c'est pour faire ça. Mais au moins, ça me permet de me souvenir de l'existence de cette règle, d'y penser un peu plus souvent et de me dire, bah voilà, là, j'ai eu peut-être un peu la main lourde. Je leur ai donné trop de luck tokens, ou là, je leur en ai vraiment pas donné assez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez une mécanique comme ça, un peu de point d'inspiration et tout, c'est pas mal peut-être de mettre en place un truc qui va vous permettre de vous en souvenir, finalement. Ils terminent leur petit voyage souterrain et finissent par arriver au village des gobelins. Au village des gobelins. Et alors là, ça va devenir tragique. Il faut savoir que les PJ, comme je disais au début de cette expédition, ce qui est intéressant, c'est que voilà, eux, ils veulent essayer de régler le problème des champignons, ils cherchent un remède. Néanmoins, certes, le village des gobelins, il est infesté par les champignons, mais ça ne signifie pas forcément qu'on va avoir un remède. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas impossible qu'il y ait un PJ qui ait une idée vraiment pertinente et donc je me dise, ok, ça peut produire un remède. Mais moi, j'ai déjà réfléchi un petit peu, étant donné qu'on a pas mal avancé dans la campagne, à comment on pourrait trouver un remède potentiellement et tout. Et donc, c'est pas juste... je décide de trouver un remède, je trouve un remède. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, leur intention, c'est de trouver un remède. Donc en fait, ils y vont un peu pour la science. Et l'endroit où ils vont, ils le savent pas, mais c'est quand même vachement dangereux. Pour être tout à fait honnête, avant qu'on passe à la suite, étant donné qu'au début de la séance, je savais pas exactement où ils voulaient aller et tout, j'ai préparé un peu plus que d'habitude en me disant ils peuvent aller dans pas mal d'endroits différents, dans des lieux clés déjà identifiés, et donc il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Si j'en reviens à mon ex-crawl, ils savent qu'il y a le village des gobelins. Donc j'ai une page pour le village des gobelins, avec des récompenses, des dangers, et plutôt surtout des dangers. Mais j'ai aussi, vous voyez, potentiellement, ils savent qu'il y a un phare ici, ils auraient pu choisir de faire ça à cette partie, et donc j'ai préparé un phare. Puis ils auraient pu partir à la chasse aux draws, et donc j'aurais un truc pour les draws, que je vais pas spoiler. Ils auraient pu partir chercher les fourmis, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des fourmis qui faisaient des trucs bizarres dans les souterrains. J'ai un truc pour les fourmis. J'ai un truc pour le bateau des draws. Il y a 4-5 trucs comme ça déjà bien identifiés dans la campagne, où j'ai de quoi... où j'ai préparé l'improvisation, si vous voulez. Ça tient sur pas grand-chose, mais je prépare en partie des trucs qui peuvent être découverts, des mystères, des dangers. Et donc en l'occurrence, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent au village des gobelins, s'il y a bien une chose que je sais moi en tant que MJ, avant même qu'ils y arrivent, au moment même où ils décident que ce sera leur destination, c'est que ça va être sûrement un truc un peu coûteux en vie, un peu dangereux. Bien que s'ils sont smart, s'ils ont de la chance au dé aussi, et si moi j'ai pas beaucoup de chance au dé, ils peuvent s'en sortir. Donc il y a cette petite tension. Et cette petite tension, j'essaie de l'installer assez vite pour qu'on comprenne que c'est dangereux. Avant qu'ils arrivent sur le lieu du village des gobelins, je me dis... Quand même, il y a 3 gobelins dans le groupe. C'est pas impossible que ces gars-là connaissent un peu le village. Et donc, au lieu de la jouer en mode brouillard de guerre, je vous révèle le village au fur et à mesure, je leur montre tout de suite toute la map du village. Évidemment, ils voient pas les tokens qui présagent un petit peu de la suite. Les tokens, eux, sont invisibilisés, mais la configuration du village, ils la connaissent. Donc, je leur montre la map du village et je leur dis aussi, étant donné encore une fois qu'il y a 3 gobelins dans le groupe, voilà, vous vous souvenez du village, est-ce qu'il y a un truc en particulier que chacun de vous a envie de retrouver dans le village? Zaldini le Bleu, lui, dit, bah moi, ma famille, c'était un peu les cuisiniers du village, j'aimerais bien juste retourner chez moi. Et je lui montre la map, il voit pas les champignons là, je rappelle. Où habite ta famille? Il dit, bah on était une grande famille, et donc je pense
que cette grande pièce, là, c'était sûrement l'endroit où ils habitaient. Ensuite, je demande à Fink. Fink, il me dit, bah moi, j'étais un peu un petit roublard, et donc j'avais une cachette où je mettais mes petits trésors. Je lui dis où est-ce qu'elle est, il me montre, et hop, je fais une petite croix. Et comme ça, c'est des endroits où ils vont pouvoir looter des trucs potentiellement. Peut-être que si Zaldini, il s'était rendu chez lui, au moment où il arrive chez lui, il prend un luck token, parce qu'il retrouve l'endroit où il a toujours vécu, ça lui fait un coup de boost, vous voyez. Pareil pour Fitz, je lui dis, est-ce qu'il y a un endroit particulier où il y a quelque chose, un souvenir, quelque chose comme ça. Il dit, pareil, ici, j'ai un petit trésor que j'avais caché entre deux rochers. Donc ça permet, voilà, de placer des éléments qui vont les intéresser, en fait, peut-être, les jeunes gobelins, au-delà de ce que moi j'ai prévu, de trucs un peu plus, on va dire, en dehors de leur contrôle. Donc il y a une toute petite part d'émergence. C'est pas non plus, bah oui, j'ai une épée Vorpal quelque part, je sais pas quoi, vous voyez. C'est juste, j'invente un souvenir. Pour les trésors, moi je les tire aléatoirement au moment où ils le retrouvent, et c'est à ce moment-là qu'on découvre tous ensemble qu'est-ce que c'était le petit trésor qu'avait caché Fitz. Je trouve ça plus sympa que de dire à Fitz qu'est-ce que t'as caché, et que lui commence à dire des trucs. Ça fait un peu comme si on était à moitié spectateur, à moitié acteur. Je trouve que c'est plutôt un bon truc, vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, dites-moi si ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à aller sur Tipeee aussi pour soutenir, parce que c'est ça qui permet de continuer. Le show must go on. You know what I mean. Ils arrivent au village. Premier truc que je leur décris, c'est qu'ils voient la cloche du village. La cloche du village que j'ai représentée par une croix parce que j'avais la flemme d'aller chercher sur un token sur le moment. Et en fait, cette cloche, c'est la cloche qu'on sonne pour attirer les vers à soie. Les vers à soie, ils vivent dans les profondeurs. Vous voyez, entre les petits ponts là, et un puits, c'est un endroit sans fond. Et au fond, circulent les vers à soie, donc ces énormes vers géants. Et là, pareil, hein, les PJ, ils voient pas encore ça, mais moi, à tout moment, je peux faire ça et faire... Il y a un ver à soie qui monte. Donc il y a la cloche pour attirer les vers à soie, ça c'est une chose, ils l'identifient tout de suite, et puis ils vont l'inspecter, et là, je leur décrit qu'il y a une sorte de fine pellicule de spores, de trucs dégagés par les champignons, et qu'il y a des petits champignons un peu partout et tout. Je leur monte un peu l'ambiance, je mets une musique un peu dark, machin, truc. Au début, ils se disent, est-ce qu'on sonne la cloche? Non, mauvaise idée. Ils avancent, là, ils découvrent qu'il y a des champignons. Et donc là, ils commencent tous à être très très prudents. Je crois que c'était Fink qui était devant, les deux guerriers qui encadrent le groupe. Ils commencent à être très très prudents, ils utilisent un petit peu des matériel d'expédition. Hop, ils tendent une corde pour passer, contourner les champignons. Tout ça, ça leur coûte du temps. Et je vous rappelle, le fait d'avancer très prudemment, comme ça, ils sont pas encore vraiment sous pression, il n'y a pas d'ennemis et tout, du coup, je leur fais pas forcément faire de GD ou alors des GD très faciles. Et donc, comme ils me disent qu'ils sont prudents, finalement, ce que ça leur coûte, c'est du temps. Et moi, ce que j'ai, vous voyez, quand le temps passe, j'ai des sortes de petits compteurs là. Ça, c'est les torches, par exemple, leurs torches s'épuisent au fur et à mesure. La faune locale s'agite, je fais des jets pour voir s'il n'y a pas des monstres qui apparaissent, etc., etc. Donc avancer prudemment, c'est pas mal, parce que ça vous évite de tomber dans un trou en voulant avancer avec précipitation. Installez votre corde tranquillement, néanmoins, ça vous coûte du temps. C'est un choix stratégique qui a un impact. Hop, je te duplique un petit gobelin là, parce que quand ils arrivent ici, ils voient qu'il y a un gobelin qui est de dos. Un peu, moi j'imaginais la scène comme dans Je suis une légende. Il est de dos comme ça, il bouge pas. Autour de lui, il y a des spores qui flottent. Il est complètement immobile. On dirait que l'endroit est figé. Et donc ils l'appellent comme ça en faisant Hé gaillard, ça va ou quoi? Ils essayent de le taunt un peu. Et puis il y a Fink qui lance une pierre par-dessus. Hop là, que je te lance une pierre par-dessus, le truc réagit pas. Donc Fink il se décide d'avancer. Hitz pareil. Zaldini lui, il prépare une flèche enflammée, il tire dans le gobelin. Et le gobelin, ça le réveille un petit peu. Et il va avancer tout doucement un peu comme un zombie. Et finalement, il sera tué par le groupe. Bah, ils vont lui tirer dessus des flèches et tout. Et en fait, moi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça déclenche comme mécanique de mon côté? Moi, je m'étais dit, grosso modo, l'endroit, il est rempli de trucs contaminés par les champignons. Vous l'aurez compris. Et donc, en fait, au début, les trucs réagissent un peu lentement, calmement. Mais plus on fait du bruit, et plus on en élimine, et plus on tue un truc, plus ça réagit. Donc là, ils viennent de déclencher, entre guillemets, les événements qui arriveront par la suite. Je me mets une petite croix sur un bout de papier. Je me dis, voilà, à chaque fois qu'ils font un truc un peu bruyant et tout, je mettrai une petite croix. Et sur le moment, je me dis, au bout de 3 petites croix, ça part en coucouille. Ils continuent de fouiller. Ils découvrent un rapport du capitaine de la garde des gobelins qui explique, grosso modo, qu'ils ont essayé de faire une sorte de baroud d'honneur, de rester tandis que les autres gobelins quittaient le village. Et petit à petit, chaque nuit, alors qu'ils essaient de se débarrasser des champignons en les brûlant, en les coupant, en les aspergeant, en les recouvrant de terre, enfin en faisant du mieux possible pour chasser les champignons du village, les champignons reviennent toujours. Et chaque jour, il y a des gens qui disparaissent, qui mangent les champignons, qui résistent pas à l'appel des champignons et qui deviennent des bad guys. Et donc, à la fin de ce rapport, ils expliquent qu'ils se sont enfermés tous dans un peu le QG des gobelins éleveurs de vers à soie, dans lesquels il y avait des petits trucs à découvrir, mais que nos PJ n'atteindront jamais. Et donc, vous, qui regardez actuellement cette vidéo,
vous ne saurez pas non plus ce qu'il y avait à cet endroit, parce que ça peut ressurgir plus tard dans la campagne. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est ça qui est marrant, vous découvrez en même temps que les PJ. Ils ouvrent un petit coffre dans lequel ils trouvent 2-3 marteaux de guerre qui devaient appartenir à la garde Goblin. Continue d'avancer. Lafitte, il fouille, il récupère son petit trésor, une statuette en obsidienne d'une déesse. Ils finissent par arriver à un endroit où en fait c'est la cabane de la chamane en fait. Donc ils entrent à l'intérieur et là il y a une créature. Donc il y a un petit corps à corps qui s'entame ici. Zaldini lui il décide de contourner pour aller tirer dans le dos de la bestiole, qui est une stratégie tout à fait viable. Ils font le tour un peu comme ça. Tarin qui fait le tour aussi. Pitts, lui, il vient faire une sorte de figure en mode Yamakasi pour frapper par derrière le truc. Il saute sur le mur, ils font de l'acrosport. Bam, 20 sur 20 au bac, boum, ça c'est mort. Et là, en fait, il y en a un autre. Et il commence à arriver doucement comme ça. Là, Tarin, il décide de prendre son marteau. En fait, Tarin, vous voyez, ça lui prend tout son tour, grosso modo, de se déplacer comme ça. S'il se déplaçait encore davantage, il pourrait pas attaquer dans le même tour. Et donc, il s'arrête ici et décide de frapper de son marteau le pont. Il frappe de son marteau le petit pont en bois, et du coup ça pète le pont, ça le fait s'effondrer, et ça élimine la créature. À ce moment-là, je me dis, ok, ils viennent de commencer à sceller leur sort. Ça fait énormément de bruit. Ça réveille l'ensemble de l'écosystème, de la faune locale. Et donc là, je révèle d'autres machins qui ont entendu le pont s'effondrer et qui commencent à débarquer. Ça commence à être la panique. Tarin décide de commencer à péter tous les ponts un par un. Il commence à tout exploser. Et je crois même qu'il fait une sorte de coup critique, un truc comme ça. Et du coup, j'explique que toute la structure est en train de s'effondrer. Et pour moi, à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin, vous voyez. Du coup, Tarin et Zaldini, eux, ils essayent de bloquer des bestioles. Pendant ce temps-là, les deux autres jeunes gobelins, eux, ils découvrent qu'ici, en fait, il y a le cristal de la chamane. La pierre de vision de la chamane. Et ils essayent de la déchasser, la désenchasser. Et donc pour ça, j'utilise les règles de ICRPG, c'est-à-dire que je considère que c'est une tâche qui a des points de vie. Je note les points de vie de la tâche pour voir en combien de rounds ils le font. Ils s'entraident. Et en fait, à chaque fois, ils font des jets de dextérité pour retirer la boule de cristal sans la péter. Et en fonction de leur jet de dextérité, ils enlèvent plus ou moins de points de vie à cette tâche. Au total, ils vont mettre 2 rounds à retirer le truc en utilisant tout ce qu'ils ont sous la main, en improvisant avec des outils. Pendant ce temps, nos deux Gugus, ils se battent. Et en fait, pour tout vous dire, à partir du moment où Tarin a commencé à péter les ponts, j'ai mis un timer pour savoir quand est-ce qu'un ver à soie allait arriver attiré par le bruit. Et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, ce qui devait arriver arriva. Il y a un énorme ver à soie qui sort des profondeurs et qui explose tout sous sa force. Il est beaucoup plus gros que les vers à soie normaux, il est devenu géant, il a été contaminé par les champignons. Tarin et Zaldini ont tous les deux un jet de dextérité pour voir si ils arrivent à se maintenir. Ils arrivent à rester accrochés à la corniche difficilement alors que le monstre géant apparaît. Et deux autres, ils ressortent avec la boule de cristal en mode « On peut y aller, c'est terminé !» Donc à partir de ce moment-là, les PJ réalisent que c'est mort pour la suite, ils pourront pas aller plus loin et je pense que c'était plutôt malin de leur part. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, comme le ver à soie il est énorme et qu'il fracasse tout, ce que je fais, c'est que je jette un dé à 4 faces pour savoir dans combien de temps toute la mine va véritablement s'effondrer. Et ça, je dois m'y tenir. Je jette le dé, je fais 4. Ils ont de la chance, ils ont 4 rounds pour sortir. Dans 4 rounds, il sort pas. La difficulté de tous les jets explose et quasiment chaque jet de dé, ça devient un truc genre tu meurs ou tu survis, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc les PJ commencent à essayer de se barrer et il y a 2 éléments, 3 même, qui vont vraiment jouer sur la fin de cette partie. D'abord, il y a Zaldini qui décide de se sacrifier pour occuper la créature. Dans un jeu de rôle un peu plus narratif, etc., je pense que ce sacrifice, je l'aurais pas joué au hasard. Le personnage, il me dit « je me sacrifie », je dis « ok, tu te sacrifies pour retenir le truc, décris-nous comment c'est épique et tout ». Là, c'est un petit peu différent. J'ai pas envie d'acter dans la campagne qu'à chaque fois qu'un personnage dit « je me sacrifie pour retenir les méchants », ça marche à tous les coups, vous voyez. Même si l'idée, même si c'est un choix héroïque. Donc je dis à Zaldini, tu vas faire un jet de dextérité de difficulté 15 avec avantage, un truc comme ça. Si tu réussis, Zaldini va réussir à attirer l'attention de la créature pour le reste de la séance. On arrive en fin de séance. Zaldini réussit son jet de dés, il saute sur le bordel, il plante un couteau dedans et commence à entrer dans une lutte infernale en mode Gandalf versus le Balrog. Pendant tout le reste de la partie, il va réussir à occuper le bordel. Donc ça, c'est plus une menace. Donc ça, c'est plutôt positif. Un élément un peu négatif, mais qui aurait pu payer. J'ai pas envie de dire que c'est négatif parce que ça fait aussi partie du jeu. C'est Fink qui va essayer d'abord de récupérer plus de trésors que prévu. Il va rester un tout petit peu plus longtemps ici pour choper des trésors, ce qui peut être vachement utile parce qu'on rappelle, les trésors, ça peut donner de l'XP, etc. à l'ensemble du groupe. Donc c'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'est plutôt une prise de risque. Et donc il va un peu ralentir le groupe comme ça. C'est ballsy, mais j'aime bien. Ils vont passer comme ça, il y a Fitz qui ouvre la marche, qui leur montre comment escalader. Ils le suivent, ils courent. Le temps tourne, hein. Les rounds continuent de s'écouler. Ils reviennent sur leurs pas, alors que toute la mine est en train de s'effondrer. Et là, ils arrivent ici. C'est là que ça se complique. Il y a les champignons qui se sont
encore plus spread. Je leur explique que ouais, depuis qu'ils ont commencé à réveiller la faune locale, tous les champignons se sont mis à se balancer, à frémir ensemble au rythme. C'est vrai que j'ai oublié un détail, mais ils entendent, un détail quand même qui a son importance, ils entendent un cœur battre comme un énorme cœur organique qui a l'air de venir du fond du village, là où ils pourront pas se rendre parce que tout va s'effondrer. Et les champignons, ils se balancent, ils frétillent au rythme de ce cœur qui bat, et ils se multiplient et tout. Tarin, voyant ça, ni une ni deux, il essaie de sauter, il réussit. Fitz prend sa suite, et là, Fink, il reste bloqué tout seul de l'autre côté. Et Fink, encore une fois, il va continuer à avoir cette décision un peu ballsy de on est là pour la science, on va pas revenir les mains vides, même s'ils ont quand même la boule de cristal de la chamane. Fink, il décide d'essayer de cueillir un champignon. Je lui fais faire un jet de constitution pour voir s'il est attiré par le champignon et s'il le graille et s'il va être contaminé par le champignon. Il réussit, donc jusque-là tout va bien, il le met dans son sac. Il utilise un luck token d'ailleurs, parce que pendant un moment, il a presque bouffé le truc, finalement il arrive à se retenir. Ça a son importance. Fitz se barre. Là, Fink, il doit sauter. Mais ça devient hardcore chaud. Tarin lui lance une corde. Fink, il fait un jet de dex, il échoue. Donc, il commence à tomber dans le trou. Mais il est toujours maintenu par la corde de Tarin. Et là, après tout ce temps qui passe, on arrive au moment où mon compteur, là, mon compteur en D4 dont je parlais, mon timer, il est arrivé à sa fin. À partir de maintenant, tous les jets de dés se font à très haut niveau de difficulté et chaque jet de dés est clutch pour survivre. Les joueurs étaient prévenus, je dois m'y tenir, sinon toute cette tension est artificielle, fausse, juste pour faire courir les PJ. Et malheureusement, à partir de maintenant, no way bro. Ils ont décidé de rester un petit peu en arrière pour récupérer des champignons et tout, ça aurait pu payer, ça aurait pu leur apprendre des trucs, on sait pas. C'était un choix risqué et ils vont le payer. Tarin qui décide de rester pour essayer d'aider Fitz, bah du coup, il le tire avec sa corde, il fait un jet de force difficulté 18 pour le remonter, il arrive à remonter, à chaque fois je me trompe entre Fitz et Fink, vous m'excuserez. Il arrive à remonter Fink et je leur dis ok, vous êtes sur le dernier jet de dés, tout s'effondre autour de vous, c'est en slow motion, il y a des grosses pierres qui tombent, il y a de la poussière qui est soulevée, c'est le bordel. Vous allez me faire un ultime jet de dextérité pour voir si vous vous en sortez. Malheureusement, les deux échouent. Ils se retrouvent enterrés, vivants, dans les souterrains. Fink va décider de manger un champignon, ce qui va lui faire perdre conscience. Il s'abandonne, entre guillemets, à l'influence, à la chimie des champignons. Il perd le contrôle de son cerveau. On pourrait dire que son âme s'est envolée finalement. Comme ça, il ne se verra pas mourir, il ne se sentira pas mourir. Tarin, ne supportant pas de voir ça, l'achève. Et ils mourront tous les deux dans les profondeurs de la mine, ou plutôt du village des gobelins. Restons précis sur les terres. Fitz rentrera au village. Il rentrera avec, néanmoins, la boule de cristal qui pourra avoir un impact énorme sur la suite de la campagne, puisque c'est un item qui permet de lancer pour les magiciens le sort de scrutation, qui permet d'observer des endroits où on n'est pas ou des gens où on n'est pas. C'est plus ou moins difficile en fonction de la distance, de la personne qu'on observe, etc. Mais ça a un impact qui peut être quand même énorme. Donc c'est pas une défaite totale, néanmoins, un peu un goût amer. Tarin s'est sacrifié, Zaldini le bleu s'est sacrifié. Ils auraient pu ramener un champignon et pas mal de trésors si le plan de Fink avait fonctionné, malheureusement. Ça s'est joué à un jet de dés. C'est le moment où vous mettez une musique un petit peu sad. Donc voilà, si je devais parler un petit peu, pour en revenir à la préparation du truc et à ma manière d'avoir géré ces situations, les timers pour moi c'est vraiment important pour mettre de la tension lorsqu'on est dans une zone comme ça. C'est pas important quand on est dans une phase d'exploration ou dans un endroit pas dangereux, hein, tout simplement si dans la fiction c'est pas dangereux, etc. Vous n'êtes pas obligé de foutre des timers partout. Néanmoins, à partir du moment où vous en mettez, il faut s'y tenir. Parce que si vous dites à vos PJ, tout est en train de s'effondrer, qu'est-ce que vous faites? Et que vous attendez juste qu'ils disent, on fuit, et que vous dites, ok, c'est bon. Je trouve que c'est un peu railroady. Il n'y a pas vraiment de choix, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est juste une manière de dire, c'est la fin de la séance. Donc moi, je me suis tenu jusqu'au bout à ces timers. Ils ont essayé de pousser un peu leur chance un peu plus loin, ils ont payé. C'est ça aussi qui fait la beauté du truc, j'ai envie de vous dire. Ça aurait pu très bien se passer, donc ça, c'était assez cool. J'ai réussi, suite à la session précédente, à mettre un peu plus de luck token, à y penser un peu, et ça s'est révélé vachement utile, je pense. Et je trouve ça sympa, les luck tokens. Je pense que c'est un truc que je devrais utiliser un petit peu plus, parce que vous voyez, par moment, les PJ veulent faire des trucs qui sortent un peu du cadre des règles, et qui, s'ils étaient réussis, auraient un énorme impact. Typiquement, un PJ qui dit « j'attaque », le truc pour attirer son attention, là, le ver à soie, Zaldini qui me dit ça, je pense que en fait, ça devrait coûter un luck token. Parce que normalement, attaquer un ver à soie comme ça, il a plein de points de vie, le ver à soie. Et en fait, s'il suffit de manière déclarative de dire j'attire son attention pour what million years, you know, c'est épique, c'est stylé, mais c'est pas suffisant. Et c'est pareil, de temps en temps, ils tentent un peu des coups spéciaux, ils disent moi je voudrais attaquer la créature, mais pour la faire tomber et qu'ensuite elle soit complètement désavantagée, etc. Je pense que les luck tokens, ça pourrait être un moyen d'équilibrer un peu ça. Moi, ça me dérange pas d'arbitrer, tu vois. Si le mec, il me dit, j'essaie de toucher son point faible, j'augmente un petit peu la classe d'armure de la créature, mais il y aura plus de dégâts. J'arbitre comme ça à la volée, mais ça risque de produire, si vous voulez, beaucoup trop de règles. Et on risque de s'éloigner du truc minimaliste, parce que c'est soit à chaque fois je réinvente une nouvelle règle, mais elle me sort de l'esprit, soit je commence à créer, finalement, à inventer des règles au fur et à mesure que je note pour garder une certaine consistance au niveau des règles. En fait, ça me fait quitter ce que je recherche, une sorte de forme de minimalisme, etc.
L'autre solution, c'est de partir du principe que si c'est cool, c'est possible, et en fait, bah vas-y, ton perso il est badass et tout, mais on s'éloigne encore une fois de l'esprit du jeu qui est pas un jeu narratif, qui est un jeu bac à sable où tu t'inventes pas des coups spéciaux comme ça, etc. Et donc je pense, avec toutes ces différentes directions dans lesquelles je pourrais aller, en fait, c'est pas qu'il y en a des mauvaises ou des bonnes, c'est des choix. Je pense que le lock token, en fait, c'est un peu le truc qui est censé permettre de faire cet équilibre. C'est la réponse à tout ça. Et donc je pense que pour faire des coups un peu spéciaux, des trucs vraiment qui peuvent vraiment avoir un énorme impact en un seul round, qui vous coûtent une seule action et qui peuvent complètement break the game parce que c'est une bonne idée. Le lock token, ça peut être le moyen d'activer ça un petit peu. En termes de préparation, comme je le disais au début de la séance, j'avais pas vraiment d'idée de là où ils allaient se rendre, et donc j'ai dû préparer assez rapidement. Ça m'a pris 2-3 heures quand même de recoller un peu les morceaux, de réfléchir à ce que je voulais voir. 2-3 heures tout compris, c'est-à-dire retrouver des battle maps potentiellement d'endroits où ils pourraient se rendre, préparer des tokens et préparer mes idées. Et donc j'ai fait en fait des one page environment. Donc en gros je note le lieu où ils peuvent aller. Donc là c'était le village Gob. Tiens, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait pour le village Gob. Alors il y a pas mal de trucs qui sont dans ma tête, du coup je les note pas, donc c'est pas forcément exhaustif. Je vous mettrai une photo. Et voilà. J'ai utilisé la petite technique de Runehammer. Il fait, vous savez, sur son Patreon, il faisait un podcast. J'avais déjà tout écouté, c'était il y a longtemps. Et là, il les ressort sur YouTube, donc c'est l'occasion de faire une deuxième écoute. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas cette fois-ci utiliser un peu l'approche de Runehammer. Et donc, je suis allé sur un mot-clé. Donc le village Gob, le mot-clé c'est contagion. Une vérité, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le village Gob? Donc c'est là que j'ai réfléchi au fait qu'ils élevaient des vers à soie, qu'ils avaient un chaman, un chef, que l'endroit était contaminé. C'est en gros les faits quoi. Un truc à découvrir principal, ou qui relie le groupe à l'endroit, un truc qui peut rendre utile en fait finalement pour le groupe de visiter cet endroit. Et ben je me suis dit que c'est un endroit qui témoignait de la menace organique, de voir un peu plus comment ça fonctionne de manière empirique. Ça c'est déjà une chose. Et puis j'ai aussi décidé de mettre le cristal de la chamane. Ensuite dans les sens, avoir quelques mots-clés pour décrire l'endroit, j'ai mis que c'était gluant, qu'il y avait des bruits de roulement, on entend des vers à soie qui avancent dans les tunnels en dessous. Décrire aussi les frémissements, le fait que dès qu'on touche un truc, il y a un peu tout qui bouge. Puis ensuite, il y a de l'improvisation, vous voyez. Ça, c'était 2-3 mots-clés. Le fait qu'il y ait une sorte de fine pellicule poisseuse, gluante, une odeur sucrée dans l'air, etc., etc. Ah non, odeur sucrée, je l'avais noté, tiens. Odeur sucrée entêtante. Ça relève un peu de l'inspi. Un des dangers, c'est les spores, dès lors qu'on essaye de manipuler les champignons. Et en fait, vous voyez, un truc qui est assez important aussi, quand on retourne voir le donjon, on pourrait se dire de prime abord, vous voyez, quand je mets mes champignons comme ça, que c'est pas vraiment un danger. Moi, je l'avais noté comme étant un danger, un truc qui va gêner les PJ. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont pas si dangereux que ça, les champignons. Le donjon n'aurait pas beaucoup d'intérêt si dès lors qu'on arrive là, je vous fais faire un jet de constitution pour savoir si vous vous jetez sur des champignons et vous commencez à les grailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les champignons, il y a que si on leur prête vraiment de l'attention, qu'on s'approche, qu'on essaie vraiment d'interagir avec eux, que je vais faire des jets pour voir si on est touché par les spores et on a envie de les bouffer. Donc on se dit en fait c'est pas un danger, enfin c'est nul. Et effectivement les PJ à chaque fois ils contournent avec des cordes, mais en fait tout ça leur coûte du temps. Et ça, en soi, c'est un danger. C'est pas un truc où vous devez immédiatement faire un jet de sauvegarde contre je sais pas quel bullshit. C'est un truc que vous devez contourner, avec lequel vous devez faire, en fait, qui pénalise un peu le terrain. C'est-à-dire que s'il y avait eu un combat, par exemple, là, vous voyez, pour venir s'entraider entre PJ, en fait, ça bloque plus ou moins la route. C'est pas un obstacle, genre vous pouvez pas le traverser. Un obstacle où vous devez prendre un risque si vous voulez le traverser. Soit sauter, soit rester derrière l'autre et vous pouvez pas taper. C'est pas un danger, voilà, agressif, mais c'est un truc qui vient handicaper à peu près tous les mouvements, toutes les stratégies dans le donjon qui ralentit le groupe et tout. Et donc ça a quand même eu beaucoup d'impact, à mon avis. Et preuve en est la fin, où les PJ doivent sauter au-dessus des champignons. Finalement, à chaque fois, en fait, chaque déplacement est risqué. Voilà. Ensuite, j'avais noté un truc, genre il y a des peintures murales, un peu des sortes de dessins que font les gobelins et tout. Finalement, j'y ai pu penser au bout d'un moment, même si je l'avais noté. Ça n'a pas eu tellement d'impact. Puis ensuite, voilà. J'avais noté... Au début, j'avais noté aussi que peut-être il y aurait des glooming crystals, des sortes de cristaux un peu luminescents qui éclairent le village et qui font qu'on n'a pas forcément besoin de torches. Finalement, ça, je m'en suis pas servi parce que je me suis dit, les torches, je trouve que c'est quand même cool ce petit côté, tu dois avoir ta torche. En plus, elles se sont éteintes à des moments. Et en termes d'économie d'action, en fait, le fait que ta torche s'éteigne, ça te fout dans le noir. Si tu me dis, je passe tout mon tour à rallumer ma torche, moi je te dis, t'arrives à rallumer ta torche, je te fais pas jeter les dés, mais ça te coûte un tour complet et tu sais jamais quand ta torche va s'éteindre. Donc je trouve quand même que c'était cool de le laisser pour augmenter encore une fois un petit peu la pression de l'environnement et du temps. Si on n'avait pas eu les torches, le fait de devoir contourner les champignons, d'avancer prudemment, etc., ça aurait eu moins d'impact en termes de choix stratégiques. Il y a moins un coût récompense, vous voyez. Et ensuite, voilà, j'avais noté qu'ils pouvaient trouver la boule de cristal. J'avais aussi dit, c'est vrai ça, que s'ils allaient jusque dans
le QG un peu des éleveurs de vers à soie, ils savent que les éleveurs de vers à soie, ils ont des potions. Quand on les boit, on peut parler avec les vers à soie. Et on peut même parler avec les animaux en réalité. On peut parler avec les animaux. Par contre, tant qu'on est sous l'effet de la potion, on peut plus parler aux autres humanoïdes. On comprend plus les langages articulés, les alphabets compliqués. On peut communiquer d'instinct avec les animaux. Donc ça, c'était un autre truc que je leur avais dit. Bon, ils seront jamais arrivés jusqu'ici. Il y avait du loot, il y avait des trucs à trouver. Un peu dans chaque pièce, en fait, je mets du loot aléatoire qu'on peut trouver, vous voyez, pour favoriser l'exploration. Ça fait des récompenses aléatoires, donc c'est sympa. Il y a un côté, qu'est-ce qu'on va trouver dans la prochaine pièce. Plus on arrive à explorer des pièces, plus on a de loot, et aussi plus on découvre des choses, parce qu'à chaque fois qu'on entre dans une pièce, on découvre une partie du lore de l'univers, vous voyez. C'est pas juste porte monstre trésor débile blablablou. Et à chaque fois que j'arrive à un endroit, je découvre la fonction d'une pièce du village, j'apprends des choses sur les gobelins, je découvre que l'univers est grand, etc. Et puis voilà, ils auraient pu découvrir des choses ici, mais ils n'y seront jamais arrivés. Zaldini, lui, il aurait pu retourner chez lui, peut-être récupérer un petit souvenir. Mais tout ça, c'est une histoire qui ne s'est pas produite parce que les choses ont très très mal tourné. Ils ont fait du bruit, ils ont quand même récupéré le truc le plus fort, qui je pense peut être un game changer pour la suite de la campagne, c'est la boule de cristal, même si voilà, pas non plus un truc qui va complètement retourner la situation. Pour choisir où vont les prochaines expéditions, faire un petit peu d'exploration, ça peut être pratique. C'est pas automatique, il faut faire des jets de dés pour l'utiliser, etc. Mais vous pouvoir voir un endroit où vous n'êtes pas, genre regarder à bord du bateau des Draux, regarder la base secrète des Draux. Enfin, je veux dire, il y a des trucs à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs à jouer avec cette boule de cristal. Ça va sûrement être un truc précieux que peut-être des gens vont vouloir leur voler. Donc, c'est pas qu'un game changer dans le sens positif. Si quelqu'un connaît l'existence de cette boule de cristal, il va peut-être vouloir le voler. Elle peut aussi se briser, cette boule de cristal. Donc, il faut la protéger. Il y a tous ces enjeux-là qui apparaissent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, il n'y aura qu'une vidéo rapport d'expédition parce qu'il n'y a qu'une expédition qui va être jouée parce que j'ai des trucs à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo si c'est un format qui vous plaît, parce que c'est ça qui va faire qu'elle va être propulsée un petit peu plus haut. Vous voyez sur la chaîne, si je fais un petit tuto de 5 minutes où j'explique une mécanique, il y a beaucoup plus de chances que les gens le regardent que ce long format qui me prend finalement plus de temps et qui, je pense, peut apporter pas mal de choses parce que c'est un truc par l'exemple, on va dire, du concret de comment je prépare et comment ça se passe une partie de jeu de rôle concrètement. Côté MJ, je vous explique des petites mécaniques, des décisions que je prends, des trucs. Je pense que c'est assez riche, quoi. Donc ça a le mérite d'exister. Donc faites-moi vos retours. J'essaie de voir un peu. Là, je pense que je suis même certain que cette vidéo va être encore plus longue que le rapport précédent. J'ai du mal à aller à l'essentiel, mais en même temps, j'ai envie de raconter l'histoire des personnages, vous voyez. N'hésitez pas non plus à aller sur Tipeee pour soutenir. C'est ça qui fait perdurer la chaîne sur le long terme. C'est ça aussi qui me permet d'avoir le petit logiciel qui va me permettre de monter ce truc beaucoup plus vite que je ne l'aurais fait en temps normal. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était le bon MJ. C'était la expédition numéro 7 de la Shadow March. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.